Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo, le top 2019, le top des films mondiaux, sauf français, puisque j'ai déjà fait un top de films français. Cette fois-ci donc on va se concentrer sur le reste du monde, et évidemment comme d'habitude en fonction des films que j'ai vus, parce que j'ai pas vu tous les films qui sont sortis. Un petit détail aussi technique important à savoir, comme d'habitude, c'est que en fait les films sont interchangeables, quoi. À partir du moment où ils sont bons, et puis il faut les avoir vus, puis c'est tout. Que ce soit le premier, le cinquième, on s'en fout, faut les avoir vus. Surtout que les tops, pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Je veux dire, comparer une comédie à un drame ou des trucs comme ça, voilà quoi. C'est pas tout l'intérêt, c'est plus après pour la gymnastique mentale de se dire, allez, on prend une décision, on y va. Mais en tant que tel, on s'en fout. Et je profite aussi, parce que la dernière fois, forcément, il y a un meneur oral qui est passé par là et qui a laissé un commentaire. Si vous voulez en savoir plus sur les films, il faut aller voir les vidéos que j'ai faites dessus. Là, ici, je vais pas vous refaire tout un speech. Le film, je l'ai pas revu depuis. Je vais vous parler de ce que j'ai vaguement dans mes souvenirs, évidemment, tout n'est pas parfait, tout était plus clair à l'époque, même peut-être que dans le classement que j'ai fait, il y a des films qui en direct m'ont plus plu et qui maintenant peut-être dans le souvenir m'ont un peu moins marqué. Basez-vous plutôt sur la vidéo que j'ai fait à ce moment-là, hein. C'est vraiment là qu'il y a pour moi le plus intéressant. Mais bon, c'est parti et on commence tout de suite avec le numéro 10 et en 10e position j'ai mis Le Mans 66. Le Mans 66, c'est un film qui fait plaisir parce que c'est une histoire relativement simple, c'est un drame blockbusterisé. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un film qui est déjà très bien fait, très bien réalisé. Entre autres, ces scènes de course qui sont bien faites, à aucun moment on ne sent le côté fake dans les effets spéciaux, parce que je pense qu'il y a évidemment un mélange de CGI, mais aussi de choses plus tactiles, de trucs sur le tournage, hein, d'accord. Et le résultat est très beau, il y a plein de films d'action où on met plein de trucs en CGI et ça sonne faux. Et là, au contraire, le film fonctionne vraiment bien. En plus, il est porté par deux très bons acteurs, donc on a un film qui est bien réalisé, bien interprété. Alors, je sais qu'il y en a qui considèrent ce film comme un truc absolument grandiose. Moi, je vous dirais que c'est un très bon film et qu'il faut simplement le regarder. Voilà. En 9e position, j'ai décidé de mettre un film sorti récemment chez nous, à savoir The Lighthouse. Un film d'horreur particulier, un film d'ambiance, un film qui fonctionne très très bien, porté par de très bons acteurs, dont il y en a un, j'espère, qui va faire fermer certaines gueules par rapport à certaines peurs qu'on a avec lui, avec un film un petit peu plus commercial. Vous savez de qui je parle, évidemment, de Robert Pattinson. Un film qui est très très bon. J'ai un peu enlevé quelques points, je l'avais dit un peu dans la vidéo. C'est ce côté peut-être un petit peu forcé, de par son format carré, de par ce noir et blanc, qui aide le film, hein, comme j'ai dit, ça donne un côté vieux film, mais qui en même temps, j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu forcé pour être là. Je peux m'empêcher de sentir le côté, d'imaginer le réalisateur en mode « Tiens, je vais vous en mettre plein la vue, je vais faire un style particulier, etc. » Mais il n'empêche que le film est quand même une sacrée expérience à voir, et s'il est encore au cinéma, foncez. En numéro 8, Gloire à l'action avec John Wick 3. John Wick 3, les gens, parfois, quand je lis les commentaires, je me dis qu'ils ne doivent pas connaître grand-chose au cinéma d'action, parce qu'ils sont là, genre « Waouh, le film révolutionnaire, machin truc, bidule... » C'est un très bon film d'action, vraiment de très haut niveau pour moi. Il n'est pas parfait, on peut encore améliorer évidemment, hein, comme toujours, mais ce qui fait vraiment plaisir avec ce film, c'est que Hollywood enfin se bouge le cul. Et quand je dis ça, ça veut dire que Hollywood, malgré ce qu'on croit, ce ne sont pas les meilleurs en matière de films d'action. Hein. Je dis pas qu'ils sont mauvais, il n'y a pas des films d'action mythiques, évidemment, qu'il y en a un plein même, mais ce n'est pas le cinéma dans lequel ils sont les plus forts mondialement parlant. Il y a d'autres industries qui sont meilleures qu'elles, vous savez déjà de laquelle je parle, pour ceux qui suivaient la chaîne, Hong Kong, pour ceux qui ne savent pas, d'accord. Mais ce film-là revient à des bases de cinéma d'action comme on les aime, c'est-à-dire des cascadeurs qui font les cascades, des combats où on enchaîne sur le même plan, pas juste des trucs coupés, faits à l'arrache, et ça fait plaisir. Alors oui, le scénario, il est peut-être pas parfait, au moins il part d'une espèce d'héroïque fantasy urbaine qui au moins évite le scénario banal, au moins il y a une espèce de petit intérêt, petit, hein, là-dedans, mais le film en lui-même, ça fait vraiment plaisir à voir, c'est un film que je recommande parce que c'est vraiment un pur bon film d'action où Hollywood se sent enfin les pouces du cul pour nous fournir un pur film d'action, et ça c'est bon, c'est vraiment bon. En 7e position, je pense que c'est un film qui a dû sortir en fin d'année passée, aux États-Unis ou autre, mais chez nous, il est arrivé cette année. Je parle du film La Favorite, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, un film, alors, comme ça, de tête, comme l'idée commence à dater, c'était un coup d'intrigue de palais, de coup de pute, et c'était très sympa, porté par des actrices vraiment très très bien, d'ailleurs je crois qu'il y en a une qui a gagné l'Oscar, hein, si je dis pas, et j'avais dit qu'elle risquait de le gagner, parce que franchement c'était une très bonne interprétation, la mise en scène, elle était oufissime, un petit peu trop forcée aussi, un peu comme The Lighthouse, mais en plus léger quand même, mais le côté quand même un peu, je vais vous en mettre plein la gueule, même si parfois on se demande vraiment s'il y a un sens là derrière, mais il n'empêche que ça reste quand même vachement beau, vachement intéressant, très prenant, très réussi.
J'avais entendu dire que c'était le film peut-être le plus facile d'accès pour ce réalisateur, et donc personnellement c'est une grosse réussite, donc je recommande La Favorite. En 6ème position, on ne l'attendait pas, moi je l'attendais pas du tout, et voire même sa sortie me faisait très peur, j'ai envie de vous parler de Toy Story 4. Le film inattendu, inutile, qui sort de nulle part, et qui au final arrive à être superbement bon, parce qu'il arrive à aller encore plus loin dans la thématique de vie de Toy Story. Hein. J'avais lu un truc qui était super intéressant en disant que justement Toy Story 3 c'était la retraite, l'âge adulte, voilà, et en fait Toy Story 4 parle de la mort, et je pense que c'est tellement ça, ça va très très loin. Alors bien sûr, il y a toujours le côté, on va dire, le déguisement du film d'animation classique, de l'aventure, du machin, peut-être des choses qu'on a déjà vues, peut-être qu'on préfère un tel type d'humour, ou je sais pas quoi, mais par rapport au 3, c'est-à-dire passer après le 3, impossible. Et pourtant, le film arrive à être très très bon. C'est-à-dire, c'est pas juste la suite commerciale de trop, hein. On peut le trouver moins bon, bien sûr, mais honnêtement, par rapport à la situation, on va dire, il n'y avait plus rien à raconter, et ben si, ils ont réussi à faire un truc de ouf, et il faut le souligner, Toy Story 4, moi je recommande énormément, j'avais adoré. En 5ème position, un film en français. Un film en français, pas un film français, puisque j'ai envie de vous mettre La Chute de l'Empire américain, un film québécois. Alors, lui aussi, je l'ai vu il y a un petit moment, mais je me souviens qu'il m'avait donné une petite claque bien foutue. Encore une fois, la preuve que quand on a un scénario bien écrit, eh ben tout le reste passe. Hein. Je dis pas que une bonne mise en scène ne peut pas sublimer un scénario. Je pense que par exemple, vous prenez The Lighthouse et vous le filmez comme moi je le filmerais, c'est-à-dire très mauvais, ben, vachement moins intéressant, hein, d'accord. Mais là, ici, on a des dialogues d'entrée de jeu qui font mouche. Alors, d'après le titre, on peut s'imaginer un gros truc bien gras sur la critique des États-Unis, machin. Même pas, c'est peut-être des petites phrases qui se perdent à gauche à droite, comme ça, qui sont sorties. Une histoire sympathique. Je pourrais pas trop rentrer dans les détails là maintenant tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un film qui, quand je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, ce film, il est énormissime, il faut que j'en voie d'autres de son réalisateur. » Et vous me l'avez dit dans les commentaires qu'il fallait aussi que j'en voie d'autres de ce réalisateur, parce que très honnêtement, c'était très bon, donc vive le Québec, merci beaucoup. En numéro 4, Ladies and Gentlemen, Todd Phillips, The Joker. Joker, juste, non, il n'y a pas le The, c'est juste Joker. Un film très bien interprété, magnifiquement mis en scène globalement. C'est vrai qu'il y en a qui ont critiqué que la caméra était peut-être pas la mieux utilisée, la plus tape à l'œil. Ouais, peut-être la caméra en tant que telle, mais il y a quand même plein d'autres choses dans le film, qu'on le veuille ou non. Entre autres la musique, une ambiance assez dingue, et tout cet aspect critique social et tout ça, enfin politique et tout ça, qui pour moi est souvent mal interprété. Il y en a qui ont décidé de le prendre d'une certaine manière, et puis voilà, c'est comme ça. Pour moi, le film est beaucoup plus intelligent que ça, étant capable de dire, il y a ça, mais attention, parce qu'il y a quand même ça, tu vois. Et puis qu'on ouais, mais il y a quand même ça, c'est-à-dire de poser les questions, de faire que les gens se fassent leur idée. Et ce qui est intéressant, c'est que le film ne donne pas toutes les réponses, évidemment. Il explore différentes choses, il explique qu'il y a ça, ouais, mais il y a peut-être ça aussi. Au niveau politique, mais aussi au niveau du personnage. Il y a des moments où on peut imaginer, est-ce qu'il a réellement fait ça ou pas. Je reviens sur un truc que j'ai dit dans la vidéo, j'ai dit que pour moi, la scène où il, donc spoiler, il découvrait donc que sa copine n'était pas sa copine, et puis qu'il se retrouvait dans son appartement, que pour moi, il l'avait tuée. En effet, il y a, paraît-il, une scène coupée, mais il paraît que le Joker ne la tue pas. Alors, c'est beaucoup plus logique par rapport au scénario, puisque justement... on n'aurait pas envie de trucider ce Joker, ce serait pas totalement un méchant encore, même si, personnellement, il faut comprendre que le personnage est un psychopathe et qu'il devient quand même un méchant. C'est quand même quelqu'un qui tue les gens, donc voilà. Un petit mot sur l'interprétation de Joaquin Phoenix qui est extraordinaire, mais Joaquin Phoenix a toujours été extraordinaire, je le répète, hein, ceux qui le découvrent avec ce film, c'est bien, vous allez pouvoir découvrir plein d'autres films avec lui, et voir que cet acteur est vraiment oufissime. Et en ce qui concerne le fait de donner un Oscar à Joaquin Phoenix, ce serait mérité, mais j'ai quand même envie de dire qu'il y aurait un autre acteur qui, pour moi, est... sur le ring, à savoir Antonio Banderas dans Douleur et Gloire. Parce qu'attention, dans Douleur et Gloire, Antonio Banderas, on peut dire ce qu'on veut, mais il est excellentissime aussi. Alors ça n'a rien à voir, c'est clair, mais croyez-moi, il y a un gros duel là-dessus. Alors bon, comme les Oscars sont très centrés sur l'Amérique, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois des films étrangers qui viennent se greffer dans d'autres catégories, je pense pas qu'il va le gagner, donc Antonio Banderas, mais honnêtement, il est sur le ring et il va se défendre tout à fait convenablement. En 3ème position, et je me sentais obligé de le mettre, quoi qu'il en soit, devant le 4ème, à savoir devant le Joker, à savoir The Irishman, puisqu'évidemment, le Joker reprend pas mal de La Valse des Pantins et de Taxi Driver, on est bien d'accord. Donc, Irishman, film que j'ai vu 2 fois, hein. Donc la première fois, je l'ai vu chez moi, comme tout le monde, et la deuxième fois, je suis retourné le voir au cinéma. Je vous avais dit à la fin de la vidéo que je comptais retourner le voir, et retourner le voir, en effet, m'a fait du bien, parce qu'un film avec autant de personnages et tout, c'est intéressant de suivre et de bien regarder tous les détails, et de revoir certaines choses, certaines subtilités.
Et je confirme, le film est très bon. Alors oui, bien sûr, il a des défauts, le rajeunissement qui fait un peu gna. On m'a parlé d'un truc duquel j'avais pas fait attention, mais c'est vrai que quand je l'ai revu au cinéma après coup, c'est-à-dire que oui, on a rajeuni la tête des personnages, mais on sent toujours qu'ils bougent comme des vieux un peu lourdeaux, comme ça, oui, en effet, ça gêne un petit peu tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais le film en lui-même fonctionne très bien parce que c'est un chant du cygne, une espèce de la fin de la mafia, comme j'ai dit chez Scorsese, qui a fait certains films de mafieux, mais aussi une espèce de pan cinématographique mafieux qui meurt d'une certaine manière. Alors il faudra aller plus loin avec d'autres films, ça va se faire, vous en faites pas, mais là on a une espèce de conclusion presque on a envie de dire à l'histoire du cinéma mafieux, ça fait un peu pédant dit comme ça, mais c'est un peu la sensation que j'en ai eue de ce film. Comme j'ai dit, la révision était vachement bien, parce que ça permet à nouveau maintenant tu comprends où ils vont en venir exactement, tout ça. Par exemple, ça je l'avais vu la première fois, mais tous les surimpressions, quand il y a un personnage, on te dit lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort, on te dit qu'il y en a juste un ou deux qui sont morts de vieillesse, exprès, comme ça. Alors il y a un petit côté humoristique, mais c'est aussi pour te dire que dans ce monde, tout le monde meurt, tout le monde finit mal. Et en plus, bon, bah voilà, quoi, on a des retours de monstres sacrés devant l'écran, et on va pas s'en plaindre, merde. Des monstres sacrés devant la caméra, des monstres sacrés derrière. Enfin, Scorsese. Que de bande de peuple. Numéro 2, ladies and gentlemen, Bong Joon-ho, Parasite. Alors, avant toute chose, Bong Joon-ho commence à se faire connaître chez nous en France à travers des œuvres comme Le Transperce-Neige, coproduction américaine, avec Okja, un film sur Netflix, donc un truc qui arrive à la maison, et avec Parasite, qui est un pur film coréen, mais qui a gagné la Palme d'Or. Enfin, et qui a gagné la Palme d'Or, j'aimerais bien dire, à Cannes. Et ce que je veux dire par là, c'est que les gens commencent à s'intéresser à Bong Joon-ho. Mais comment est-ce qu'on s'intéresse à Bong Joon-ho? C'est intéressant, on s'intéresse à partir du moment où on nous le met dans l'assiette à manger. Dans le sens où, eh ben oui, il a fait une coproduction américaine, hop, on est allé le voir, on a trouvé ça génial. On nous met un truc sur Netflix qu'on peut voir facilement, on a entendu des bruits de couloir, hop, on a regardé, on a trouvé ça génial. Et là, il y a Parasite, il a gagné la Palme d'Or, on va le voir, on trouve ça génial. Les gens, Bong Joon-ho, c'est un putain de bon réalisateur depuis tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que Memories of Murder, Mother, The Host, même Barking Dog que j'ai là, d'accord? C'est un réalisateur de folie, il faut voir ses films, ils sont excellents. Il n'a pas attendu une Palme d'Or ou une coproduction américaine pour être un excellent réalisateur, je le dis très sérieusement, d'accord? Donc maintenant qu'il est à la mode, regardez les autres films de Bong Joon-ho, merde! Et d'ailleurs, je me permets, s'il vous plaît, hein, quand un connard comme moi, quand je dis un connard comme moi, c'est-à-dire moi et puis tous les autres qui font des vidéos sur internet, ils vous font une vidéo pour vous parler d'un film dont peut-être vous n'avez pas entendu parler, et vous disent que ce film est génial, jetez-y un coup d'œil. Attendez pas que le film prenne je sais pas combien d'années pour gagner un titre international ou je sais pas quoi. Si on vous dit que c'est génial, c'est qu'il y a une raison, hein. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Fung Sayuk avec camarade Sam, d'accord? Un film de Hong Kong, si on vous dit que c'est très bien, regardez-le. Voilà, merde. Bon, bref, Parasite. C'était quoi? Oui, il y a plus de choses à dire sur les blockbusters que sur les films d'auteur. Oups, pardon. Non, bon, désolé, elle était facile celle-là. Bref, Parasite, c'est du Bong Joon-ho, c'est-à-dire Bong Joon-ho, c'est quoi en gros? C'est quelqu'un qui fait des films sociaux, mais qui à aucun moment ne fait un film social chiant, vous savez, dramatique, stéréotype qu'on a là. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des films sociaux, mais toujours, avec un aspect, divertissement tout à fait présent et tout à fait efficace, hein, qui divertit. Et en plus, le monsieur est évidemment un excellent réalisateur au niveau de sa caméra, de sa composition d'image et tout. Donc on a et un film plus subtil dans son scénario qu'on pourrait croire que simplement les riches contre les pauvres, hein, beaucoup plus subtil que ça, il suffit de regarder ce que font les pauvres et ce que font les riches pour voir qui sont les gentils, les méchants là-dedans, je vous laisse creuser tout ça, hein, d'accord? Et est-ce qu'il y a vraiment deux bandes, les riches et les pauvres seulement, ou il y en a peut-être d'autres, je vous laisse voir le film si vous ne l'avez pas vu évidemment. Voilà quoi, un film à voir, parce que Bong Joon-ho c'est très bon. Et je le répète, pour moi c'est pas le meilleur de Bong Joon-ho. Regardez du Bong Joon-ho les gars. Elle est mof. Dans le RER, la banlieue, bon bref. Alors, avant de passer au premier, j'aimerais quand même citer quelques films que j'ai là, que j'ai notés, qui valent la peine aussi d'être vus cette année. Alors au début, je veux commencer par parler par deux petits films qui sont peut-être des séries B, qui ont peut-être rien de flamboyant, mais qui pour moi ont fonctionné merveilleusement bien, en plus avec le même acteur. Alors, à savoir Ben is Back ou encore Boy Erased. Alors, Boy Erased, la prononciation je suis pas très fort, est un film fantastique. Les deux, hein, d'ailleurs, ont très bien marché, mais un petit plus pour Boy Erased, qui parle, j'ose pas le dire, qui nous parle d'homosexualité et qui fonctionne superbement bien, quoi. Émotionnellement, c'est fort, les acteurs sont sublimes, la réalisation est simple, mais plutôt efficace. Dans mes souvenirs, en tout cas, il y avait des idées.
et des petites idées, hein. Mais franchement, des films qui valent la peine d'être vus. Pas des grands films, hein, mais franchement, surtout que ça a déjà été traité ce genre de sujet, mais quand c'est bien fait, faut le dire, et je le dis, voilà. Un gros blockbuster pour changer, et j'avais pensé, peut-être, à mettre Endgame dans le top. Je vous explique pourquoi. Non pas parce que c'est le meilleur film du siècle au niveau de la réalisation et tout ça, non, mais je l'ai pas mis aussi parce que si je devais le mettre, j'aurais dû mettre 550 films avant, mais Endgame, on peut pas nier un détail, c'est que Endgame, c'est un aboutissement. Et en fait, dans sa construction, il me fait penser un peu d'une certaine manière à ces vieux péplums qu'on voyait, vous savez, des trucs genre Cléopâtre et tout ça, ce côté un peu démesuré. Alors démesuré certes à coup d'effets spéciaux et tout ça partout, mais démesuré dans le sens où on est arrivé à cette conclusion avec tout le MCU qui précédait, etc. Et qui certes, alors joue en effet la carte du fanservice à tout va, mais qui arrive, de par ce vécu, de par ce truc, à quand même nous donner ce petit plus qu'on attendait. Alors que les choses soient claires, Endgame et Infinity War, c'est le même film, hein, ils sont inséparables. Hein. Quand je dis Endgame, c'est les deux en même temps, hein, d'une certaine manière, hein, d'accord? Alors évidemment, qualifier Endgame de gros film cinématographiquement, non, mais déjà, de par l'argent qu'il a rapporté, c'est quand même une date dans le cinéma, hein, quoi qu'on en dise. On aurait préféré que la date soit un petit peu plus flamboyante, justement. Mais il a quand même ce petit truc en plus, ce côté ambition démesurée, blockbusterienne, grand public, qui est à saluer. Voilà, au moins ça. Je voudrais aussi vous ajouter vite fait Ad Astra, hein, donc le film magnifiquement beau au niveau on va dire de ses décors et tout ça, hein. Je repense évidemment à la course-poursuite là sur la Lune, qui est juste grandiose. Un film qui est magnifique, et qui en plus arrive à être profond, porté par un Tom Cruise, par un Brad Pitt, qui est très bon aussi, même s'il tire beaucoup la gueule, hein, mais un film quand même qui, alors, peut être lent et peut emmerder les gens, évidemment, mais qui a quand même une force globale qui s'en dégage, donc hautement recommandé. Je l'ai pas mis dans le top, et j'aurais aussi pu vous mettre quand même, malgré tout, hein, Once Upon a Time in Hollywood, qui est Tarantino très bien travaillé, très bien emballé, comme j'ai dit, très travaillé sur le tout. Le problème, c'est que autant ces scénettes sont intéressantes et sont fortes, le cumul de ces scènes n'est pas plus forte que simplement le fait d'avoir ces scènes qui se suivent, d'accord? Le total n'est pas quelque chose de plus, d'accord? Il n'y a pas un truc qui se dégage en plus, et c'est là où j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et comme j'ai dit, c'est dommage parce qu'il y a encore une fois des acteurs extraordinaires, Brad Pitt par exemple, mais Leonardo DiCaprio que je trouve absolument fou dans ce film, bon, comme d'habitude vous me direz, hein. Et un film qui est très bien travaillé, mais qui manque d'une certaine force pour moi, pour être vraiment solide. Pour moi, c'est pas mon Tarantino préféré. Bon, et on va finir donc par le number one, un film qui a divisé. Quand j'ai vu le film, c'était clair, le film va diviser. Il y a ceux qui vont détester et ceux qui vont aimer. Le monde se divise en deux catégories, comme dirait dans un film que j'adore, et que vous connaissez, évidemment. Et c'était évident que le film allait être très clivant. C'était évidentissime. Soit on se fait chier, soit on adore. Midsommar. Midsommar, pour moi, il est magnifique à plusieurs niveaux. D'abord, la mise en scène est folle, mais la construction des plans, le premier plan, ce qui se passe au deuxième plan, les lumières, tout ça, techniquement, c'est fou. Il y en a un qui l'a comparé à Kubrick dans les commentaires, j'étais attends, on va se calmer avant de commencer, hein, parce que je trouve que les comparaisons un peu rapides sont toujours un peu, enfin, toujours les prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas, une ambition à ce niveau-là qui est très très grande, et justement, Midsommar peut faire penser un peu à The Lighthouse, c'est un peu le même genre de film, c'est-à-dire un film où il n'y a pas vraiment, enfin, il n'y a pas de jumpscare, c'est plus des films d'ambiance et tout ça. Là où justement The Lighthouse, bien que j'aime beaucoup, il est ce côté un peu, comme j'ai dit, qui peut faire un petit peu forcer. Celui-ci, d'une certaine manière aussi, il a un côté un peu forcé. Alors il ne travaille pas sur son cadre noir et blanc, mais enfin bien sûr il travaille le cadre, mais je veux dire c'est pas ce côté cadre bizarre pour surprendre et tout ça. Et ben je trouve que c'est un film qui visuellement il t'en met mais plus que plein la gueule, hein. Il te déchire la gueule carrément tellement c'est violent comme film. Et il arrive à te garder avec certaines tensions qui parfois augmentent et parfois diminuent. Alors, contrairement à The Lighthouse, parce qu'on est un peu dans le duel, même si vous voyez qu'il y en a un que j'ai mis bien au-dessus de l'autre, mais comme j'ai dit, ils sont interchangeables, n'oubliez pas. Et ben, je trouve que les acteurs sont un petit peu moins bons, mais en règle générale, j'ai trouvé l'ambiance, la puissance du film au-dessus. Alors, il y en a qui vont se faire chier, je le répète. Il y en a qui se sont fait chier, il y en a, voilà, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes capable d'apprécier, je le dis pas capable en mode pédant, en mode il y en a qui n'ont pas le niveau pour apprécier, je dis, si c'est un film que peut-être vous savez que vous pouvez ressentir et apprécier, jetez-y un coup d'œil, ça vaut largement la peine. Bon, bah voilà, on a fait le tour. C'était les 10 plus les autres en rab, comme d'hab.
parce que faire 10, toujours, c'est un peu chiant, toujours tricher un petit peu. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, de mettre votre top à vous en bas, parce que évidemment, vous ne serez pas d'accord, il y a des films qui vont gicler. Je sais pas pourquoi il y en a qui vont mettre Once Upon a Time in Hollywood très haut, hein, mais vous l'écrivez en bas, comme ça je vous dis que vous avez tort. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde, à la prochaine.